Bonjour! Bienvenue à l'émission Conversation autour d'un chapeau. Cette semaine, on vous parle du chapeau melon et on va vous présenter des personnages historiques de cette époque. Alors, manquez pas ça! Bonjour et bienvenue à Conversation autour d'un chapeau. Cette semaine, nous avons une émission tout à fait spéciale. On parle de la compagnie Ayres. On remonte aux origines de ce qui est devenu la chute au 20e siècle. Alors, je suis Thomas Henry Ayres. Je suis Olive Paquette. Alors, Suzanne, chapelière artisane. Artisan, donc on dit? Oui, tout à fait. Tout à fait. Robert Simard, historien. Alors, on vous amène là dans les débuts, pas nécessairement les débuts de la chute, mais vraiment le début de la révolution industrielle à la chute. Quand Thomas Henry Ayres est arrivé ici à la chute en 1876, il s'est rendu compte de l'immense pouvoir d'eau de la rivière du Nord. Hein? Il y avait la grosse chute. Hein? Quand on se rappelle les origines de notre ville, la chute vient de la grosse chute. C'était une immense chute là, qui faisait à peu près 40 pieds de haut, hein, qui s'étalait sur une couple de centaines de mètres. Et lui, il a vu ça, il a dit « Quel bel endroit pour installer une filature! » Et c'est là qu'il est arrivé et qu'il a construit sa filature. Mais il a construit sa filature en raison d'une chose, parce que le train s'en venait à la chute. Avec le train, il pouvait avoir accès à du matériel qui venait de l'extérieur, donc évidemment du produit de lainage, hein, de la laine de mouton, parce que c'est ce qu'il avait besoin de faire. Parce que c'était deux tisserands d'abord. C'était deux tisserands, c'est en plein ça. Et sa femme, Olive Paquette, hein, c'était une tisserande aussi. Oui. Ces gens-là étaient très ingénieux. Hein? Ils fabriquaient leurs propres machines, ils trouvaient des méthodes de fabrication. Bon, ils avaient appris le métier du côté de l'Ontario. Le père de Thomas Henry Ayres était un tisserand aussi de métier qui venait d'Angleterre. Ces gens-là, ils avaient une certaine expertise. Mais la première chose qu'on sait, c'est comme on dit, ils étaient capables de refaire toutes les choses, créer leurs propres machines pour y arriver. Alors, on est au début de cette révolution industrielle-là. Quand Ayres a ouvert sa filature en 1878, pas longtemps après, ils ont construit le premier barrage sur la rivière du Nord. Donc, ils ont surélevé le lit de la rivière pour être capable de canaliser l'eau vers l'usine. Alors, c'est avec une espèce de gros tuyau qu'on appelait en anglais un flume. L'eau passait à travers ça. Ça faisait tourner la grande roue, hein, la grande roue qui, elle, par des systèmes d'engrenage, faisait tourner les machines, les moulins à tisser, les machines à laver, les machines à foulon et tout ça. Hein. C'était un temps vraiment extraordinaire là, pour la ville de la Chute. Je vous dirais qu'à ce moment-là, la ville de la Chute, ils avaient autour de 400 personnes qui vivaient, à 500 personnes qui vivaient ici quand Thomas Henry Ayres est arrivé. 5 ans plus tard, après l'arrivée du train, en 1881, ils étaient déjà 1250. Et en 1885, on était déjà rendu à 1600 personnes. Donc, la population de la Chute avait quadruplé en l'espace de 10 ans. Est-ce que tu veux nous parler, Robert, de l'électricité était tellement abondante chez les Ayres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez, c'est ça, au début, là, quand on parle d'une usine, d'une filature, là, c'est le pouvoir de l'eau qui faisait tourner la machine, comme j'expliquais. Mais ensuite de ça, on s'est rendu compte que par un principe de génératrice, puis bon, c'est tout un système, là, on pouvait produire de l'électricité grâce à la force de l'eau. Alors, dès 1878-1883, on avait des lumières qui étaient allumées par des principes de génératrices comme ça, du côté de Ayersville. Donc, ce sont les premières lumières qui ont illuminé la nuit noire de la chute. Et par la suite, en 1893, sais-tu combien ça coûtait l'électricité? Par mois, ça coûtait 1 pièce par mois. Oh, alors, les Ayres ont produit de l'électricité pour la ville de la Chute et par la suite pour les environs à un prix qui était un coût qui était tout à fait modique. Très ingénieux. Ouais. Et là, l'électricité, c'était plus fort que l'eau. Hein? L'eau, ça faisait tourner les machines, mais grâce à l'électricité, on a pu augmenter la production. Et c'est là que ça nous amène dans ce qui est intéressant pour nous autres. Savais-tu que les Ayres ont fabriqué du feutre? Oui. Mais est-ce que c'était du feutre de chapeau? C'était plutôt, c'était un mélange de feutres. C'était un mélange de lainage, de feutre à chapeau et tout.
Et Olive Paquette, elle, dans l'industrie, parce que les autres faisaient des palettes là, de feutres. Elle, ce qu'elle est allée trouver dans l'entreprise, elle a fait des recherches, puis elle a été chercher des méthodes millénaires du tissage de feutres. Mais elle, ce qui était très important, c'est que c'était le tissage sans fin qu'on appelle. Alors, le tissage, on le sait, ça commence un peu comme une tresse à 3 brins, bon, puis ça peut être 4 brins à un moment donné, sauf que le lainage que les autres faisaient, elle pouvait le ramener au bout de son travail, de ce qu'elle faisait. Donc, c'est pour ça qu'on appelait le tissu sans fin. Puis après ça, tu avais la procédure qu'ils ont fait un feutre. Ce feutre-là était tellement chaud et de qualité. Et il restait très, très stable. C'est devenu, en fait, la base du séchage du papier. Tout à fait, c'est en plein ça. Parce qu'à la différence là, du feutre du chapeau, hein, qui était des fois des petits morceaux Exactement. Avant la production industrielle, eux, ils se sont lancés dans la production industrielle de feutres de séchage de papier. Et c'était un feutre de séchage vraiment de qualité. Et Olive Paquette, hein, n'en demeure qu'elle a été une grande inventrice. Elle a inventé le feutre de séchage sans fin, où là, la couture ne paraissait pas grâce à ce procédé-là qu'on appelait l'épissurage. Oui. Hein? C'était un vieux procédé qui nous venait d'Angleterre à ce moment-là. Millénaire. C'est millénaire, avant c'est même ça. les Amérindiens. Même j'ai trouvé des recherches avant Jésus-Christ de cette technique-là. Alors... Très fascinant, très toi, fascinant. faut que tu nous parles aussi qu'est-ce qu'ils faisaient, ce feutre-là? Ils ont fait... ça a été vendu dans des endroits très spéciaux. Absolument. La plupart des papetières, parce que là, il faut comprendre là, qu'au 19e siècle, au début, on faisait le papier à partir de chiffons. Hein, c'était des chiffons, on faisait une pâte à partir du chiffon, mais par la suite, quand on a développé le procédé de la pâte et de la pâte de papier, où là, on a vraiment utilisé la matière ligneuse pour fabriquer du papier, donc le bois, bien, on avait besoin de quelque chose de solide pour que le papier puisse sécher dessus. Alors, ces feutres-là, ils étaient foulés, hein, parce que c'est comme une couverture de laine. Exact. Et là, on foule la couverture pour qu'elle devienne le plus compacte possible. En étant compacte, elle absorbe l'eau. Alors, on imagine la pâte de papier s'installer sur le feutre de séchage. Ça tourne, hein, c'est une force centrifuge qui fait tourner. Ça aspire l'eau et là, le papier se crée directement là-dessus. Alors, les Ayres ont vendu du feutre de séchage de papier partout dans le monde, de l'Allemagne, au Brésil, aux États-Unis, pendant la guerre. Oui. Hein? Ça a été un peu ce qui a lancé cette entreprise-là, qui a employé, dans les années 1960, jusqu'à 800 ou 900 personnes là, qui travaillaient là. Oui. Hein? Oui, puis l'atelier existe encore à La Chute. C'est magnifique, tout en bois. On voit encore toutes les étapes. On voit encore les roues de bois qui ont été utilisées pour l'eau. Fait que c'est vraiment magnifique comme édifice. Ouais. Alors, Suzanne, quand on pense au chapeau, je vais te lancer une question comme ça. C'était quoi le chapeau qui portait Charlie Chaplin? Bien, c'est effectivement le chapeau melon. Le chapeau melon. Exactement ce que Thomas Henry Ayres portait aussi. Oui, tout à fait. Alors, ce chapeau-là, est-ce que c'était comme le chapeau des marchands, le chapeau des ingénieurs, le chapeau ou c'était le chapeau de tout le monde? C'était le chapeau de tout le monde. En fait, les banquiers, écuyers, le chauffeur d'autobus. Oui, puis même les clochards. Hein? Oui, les Parce clochards. Que, évidemment, Charlie Chaplin, quand on y pense, il jouait le rôle d'un clochard, puis il avait toujours son chapeau melon. Alors, tout à fait. Savais-tu que ce chapeau-là, il est arrivé bien avant Charlie Chaplin. Oui, il est arrivé en 1850. Hein? Un dénommé James Coke, qui s'appelait, qui a créé ce chapeau-là. Puis c'était un chapeau, genre de chapeau qui était très, très utile parce que, évidemment, avec la forme puis le petit rebord, ce chapeau-là ne pognait pas dans le vent. Exactement. Il ne levait pas. Comme garde forestier. Oui, absolument. Hein? Il a fait c'est pour ça, un garde forestier. C'est ça, il était garde forestier, ce monsieur-là. Puis ça lui permet de courir plus vite après les truands dans la forêt et tout. Ou les braconniers. Les braconniers. Il faut dire aussi que peut-être les braconniers portaient le même chapeau que lui. Bien, c'est sûr. Hein? Ça se pourrait, Ils voulaient rester incognito. Et les nobles de cette époque portaient plutôt le chapeau haute forme. Le chapeau haute forme. Et puis quand on va regarder l'image de Thomas Henry Ayres avec son associé Félix Hamelin, on voit vraiment là, les deux, hein,
Ayers, Oui. qui était, bon, le patenteux, si on peut dire comme ça, lui portait le chapeau melon parce qu'on le voit vraiment, Exactement. on l'imagine dans l'usine, un peu comme Chaplin dans ses films, en train de travailler sur les machines avec sa grosse clé et tout ça. Et Félix Hamelin, qui était le représentant, bon, son associé qui lui portait le haut de forme à ce moment-là. Le haut de forme, bien sûr. Bon, qui est un peu plus noble. Voilà. Exactement. Alors, Suzanne, le chapeau melon, tu sais que c'était vraiment le grand représentant du changement. Hein, le changement qui est arrivé avec la grande révolution industrielle de la fin du 19e siècle. Alors, quand on y pense au chapeau melon, il y a plusieurs formes, parce que celui que je porte, c'en est une, celui que tu portes, c'en est une autre. Alors là, je vois ici que tu as deux moules. Peux-tu nous expliquer un peu comment on procédait là, pour faire les formes? Parce qu'autrefois, il faut penser qu'un grand fabricant de chapeaux, c'était sur Lyon, en France, et il employait jusqu'à 2500 personnes pour la fabrication du chapeau. Et les chapeaux melons, ce n'est pas des chapeaux cousus, c'est des chapeaux moulés en feutre laine, OK? Tout le procédé est fait par des chapeliers, est un feutre fourrure. Parce que ces feutres-là sont chauffés par vapeur. Ensuite, on vient là, ils sont très chauds. On vient les mouler sur la tête, vraiment très fort, là, advenant que là, il est tout rentré. Alors là, évidemment, ici, on travaille fort avec nos mains. On travaille très fort, OK? Puis après, ici, on a le moule de base, OK? Alors après ça, on vient l'attacher ici pour qu'il tienne. Puis ici, après, on vient lui donner la forme qu'on veut. Oh, wow. OK? Mais c'est plusieurs heures des étapes parce que d'abord, ici, on l'a étiré pour qu'il marie bien le tour. C'est que le feutre, qu'il soit un feutre de fourrure ou un feutre de lainage, ça s'étire, c'est malléable. Oui, puis quand ça vient dur, on le remet. On remet la stime dedans et on continue. Comme on avait vu dans les premières émissions. Tout à fait. Et là, on voit là, que c'est un travail là, qui prend du temps parce que juste pour arriver avec la forme de la calotte. Ça, c'était des formes, écoute, centenaires. Là. Ah oui, regarde, oui, ça, c'est j'ai des vieilles alors, tu pouvais formes. rajouter tout en fonction de la grandeur de la tête. Oui, effectivement. Tu pouvais ajuster la tête de la personne. Tu vois? Fait que ça, c'est les moules. Celui-là, il est différent. En fait, lui, il a une petite forme coquette. Hein? Il retrousse ici. Tandis que lui, celui-ci, il est plus rond, égal, comme celui que j'ai sur la tête. Ouais. Même principe, on peut l'agrandir. OK? Ça, c'était le chapeau melon. Alors, Suzanne, quand on pense à la fabrication industrielle là, du feutre, là, tantôt, on expliquait un peu comment ça pouvait se passer du côté de la filature, parce que, bon, chez Ayers, on a tissé non seulement du feutre de séchage, mais aussi on a tissé du matériel. Hein, quand on a participé à l'effort de guerre en tissant le matériel qui servait pour les uniformes militaires. Des couvertures aussi. Des couvertures aussi, beaucoup de couvertures. Oui. Alors, les gens, probablement à la maison, vous en avez. Hein, ce sont des couvertures qui sont encore de très bonne qualité. C'est ce qui faisait la force et la réputation de Ayers. C'était la qualité du matériel qu'il produisait tout le temps. Quand on pense au chapeau maintenant, tantôt tu nous as expliqué un peu le feutre de fourrure, le feutre de laine et tout ça. Puis le feutre industriel que tu vas utiliser, toi, des fois, dans la fabrication de certains chapeaux, d'où il vient? Comment c'est fait? C'est un peu le même principe que dans l'ancien temps. En fait, là, c'est plus du lainage de polyester, OK? Filé, là. Et puis, un peu comme le poil qu'on avait avant. Ça fait que la première étape, c'est qu'on a du polyester qui est contrecarré avec des aiguilles qui le mélangent ensemble. En fait, tout le filage devient super serré entre. La deuxième étape, ça devient comme un grand tapis. Et là, tu as la machinerie avec des milliers d'aiguilles qui viennent picosser la partie du feutre encore. Après ça, il est dérangé par l'autre côté. Il est changé de côté avec les aiguilles. On le performe et on le perfore plutôt un peu partout. Donc, ça devient une espèce de masse, OK? À peu près 1 centimètre. Après ça, il est enroulé sur lui-même, plusieurs étages. Après ça, il est compressé.
avec des machines. Là encore, la même chose. On picosse des milliers d'aiguilles, tout petites, tout petites. C'est beaucoup, beaucoup d'étapes, le feutre polyester. Donc, le principe de foulage n'est pas Oui. nécessairement le même qu'avec la laine, hein? Parce que quand on veut fouler la laine, là, vous avez juste à prendre votre beau chandail de laine puis le mettre dans la sécheuse, puis il va devenir hyper compact. C'est pas de chose à faire, par exemple. Hein? C'est ça. Bien, au niveau du feutre, là, quand on Oui. parle du feutre industriel comme ça, synthétique, c'est autre chose. Là. Exactement. Il est quand même, il passe quand même un certain foulage après. Mais le principe, c'est ça, c'est tout le travail des aiguilles. Après ça, il est aminci encore. Et c'est ça, mais on ne voit pas au travers. Est-ce que ça le rend perméable? Hein? C'est imperméable, hein? Plutôt, ça le rend... C'est pas tant imperméable. Okay. C'est chaud. C'est contre le vent et tout. Mais à ce moment-là, pour l'imperméabiliser, bien, on met un produit qu'on a, un imperméabilisant. Puis ce que je fais, moi, pour durcir mes formes, c'est la petite recette secrète, c'est de la fécule de maïs avec de l'eau, OK? Et on le met sur le fourneau. Quand c'est bien réchauffé, on le laisse refroidir. Il devient transparent. Puis après ça, je prends mon pinceau, je le badigeonne partout. Oh, wow! Et un coup que ça a séché, je brosse. Et c'est ça qui rend imperméable ton chapeau? C'est ce qui le rend imperméable et rigide aussi. Okay, Puis beaucoup de chapeaux aujourd'hui sont cousus. Donc, donc c'est pour ça que celui-là ici, on voit ici avec les coutures, là, ce que tu il as est mis cousu, dessus. contrairement aux autres chapeaux qui sont moulés avec la chaleur. Lui, je ne le chauffe jamais. OK? C'est toutes des formes que je couds, que j'assemble ensemble, tout simplement. Mais, donc, en plus d'être chapelière, tu es couturière. Ah oui, absolument. Ah oui, absolument. Puis après ça, on les décore. Hein? Puis il y en a de toutes les couleurs, là. La feutrine, j'en fais de toutes les couleurs. Hey, merci, Suzanne. Robert, j'ai une devinette pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire, l'expression, le dicton « partir sur un chapeau de roue » ? Bien ça, d'après moi, là, si je me rappelle ma jeunesse dans les années 70, c'est quand on mettait le gaz au fond puis qu'on se sauvait. Hein? C'est à peu près ça. Merci d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas la semaine prochaine d'autres conversations autour d'un chapeau.